Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. Europe 1, 7h39. Votre invité Alexandre ce matin, Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Bonjour Grégory Joron. Bonjour. Vous avez été reçu hier soir place Beauvau par Gérald Darmanin. Votre premier sentiment ce matin, est-ce que le ministre de l'Intérieur a répondu à ce mouvement de colère des policiers, né, je le rappelle, du placement en détention provisoire d'un agent de la BAC de Marseille soupçonné de violence? Avez-vous les réponses que vous attendiez? On a en tout cas les réponses, ou en tout cas, celles qu'il a à sa main. C'est-à-dire que là où il peut avoir une action, il a été très clair. On avait 4 revendications, nous, posées depuis déjà plusieurs mois, voire pour certaines plusieurs années, pour le coup. Un gros dossier sur la protection fonctionnelle qu'on travaille techniquement depuis une bonne année. Et là où on se disait qu'il allait encore nous falloir des mois pour pouvoir avancer, Gérald Darmanin a pris en compte ce dossier-là, parce que ça, il a pas besoin d'aller ailleurs que dans son ministère pour pouvoir le régler. Et il nous a donné des garanties assez claires sur un délai, 15 septembre, création d'un bureau dédié à la protection fonctionnelle. Et c'est plutôt encourageant et rassurant, parce que c'est ce qui pourrit souvent la vie après des policiers mis en cause ou blessés. Alors, protection fonctionnelle, on rappelle, dans le cadre de leur mission, les policiers voient la prise en charge de leurs frais d'avocat, par exemple. C'est pas que ça, mais par exemple, c'est ça. Et la protection fonctionnelle, c'est inscrit dans la loi. Ça vaut pour tous les fonctionnaires, d'ailleurs, de la fonction publique. Oui. Sauf que dans la police, vous avez bien compris qu'on a un métier un peu particulier. Qui a énormément de policiers victimes, notamment de blessures. Des policiers mis en cause aussi. Donc là, c'est là que rentre en ligne de compte la protection juridique. Et c'est souvent très nébuleux, 2, très compliqué à mettre en route, 3, jamais trop satisfaisant, notamment pour les policiers blessés. On a plein d'exemples en tête où un collègue de Viry-Châtillon, par exemple, brûlé assez gravement, comme vous le savez, avait dernièrement encore énormément de difficultés pour se faire rembourser ses soins médicaux après les greffes de peau. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on arrête. Vous aviez hier soir dans votre serviette, Grégory Joron, des revendications, des demandes très précises. Qu'est-ce que vous avez demandé très concrètement au ministre de l'Intérieur ? L'anonymisation pour les policiers, ça aussi, c'est un vrai sujet. Les crises, en général, sont des révélateurs. C'est une réalité, même voire des accélérateurs. Et lors de cette crise des émeutes, notamment, on a revu surgir énormément de problématiques sur l'anonymisation de mes collègues. Alors vous savez, avec pas mal d'agressions hors service. Qu'est-ce que vous entendez par anonymisation? On fait plus apparaître les noms. Oui, parce des que policiers. la plupart du temps, évidemment, quand on rédige un procès verbal, voilà. Le nom du fonctionnaire et de l'équipage, par exemple intervenant, est écrit dans la procédure, sauf qu'on le sait malheureusement, trop souvent, de manière mal intentionnée, les noms fuitent. Les personnes qu'on interpelle ont accès évidemment au dossier pour la défense à un certain moment, et du coup on se retrouve avec, comme dernièrement encore à Rouen, une jeune collègue féminine qui reçoit un courrier sans timbre, donc directement mis dans sa boîte aux lettres, de menaces, en expliquant que la petite fliquette, on va venir te voir dans pas longtemps. Et vous voyez, ça c'est typiquement ce qui est gênant et ce qui est aujourd'hui insupportable. Donc, anonymisation, c'est une chose. C'est une chose. Autre revendication. Il est entièrement d'accord avec, parce que l'intérêt, c'est ce que nous a répondu le ministre. Le ministre est totalement ouvert à la question. Nous, on a fait aussi un boulot technique. Il y a un texte, notamment l'article 15.4 du Code de procédure pénale qu'on doit améliorer. Il y a des exemples européens où on est à peu près dans la norme, on va dire, mais certains pays sont allés beaucoup plus loin, comme l'Espagne, où il y a une anonymisation quasiment totale pour les policiers dans les actes administratifs ou judiciaires. Donc, anonymisation, voilà. Deuxième point, pôle de juridiction spécialisé. Donc côté juge cette fois-ci. Côté juge, en toute franchise. Quelle est l'idée en fait? L'idée, c'est de spécialisé pour le traitement des affaires dès lors que des policiers sont mis en cause avec un usage des armes ou de la force qui a engendré un blessé grave, voire un décès. Donc nous, l'idée, c'est d'avoir aussi deux choses. Un dépaysement, parce que c'est souvent l'écueil reproché par une partie politique, voire même idéologique, où on dit les procs sont proches des policiers, et donc forcément... Donc dépaysement, voilà, dans un but de sérénité. Exactement. On fait advenir le procès, on fait juger loin de là où les faits se sont... On fait instruire plutôt. C'est l'enquête, c'est plutôt l'enquête. Pour le coup, c'est l'enquête. Donc c'est un intérêt, je pense, majeur. Deuxièmement, c'est un intérêt d'avoir des magistrats beaucoup mieux formés
non pas qu'ils le soient, mais aux questions de police et d'intervention, ils ne le sont pas énormément. Ils ont un module, je crois, en formation initiale, un stage obligatoire, il me semble, après. Alors mieux formé, c'est-à-dire aux règles d'engagement des armes, par exemple, des armes, à la situation de stress, parce que c'est ça notre réalité, c'est qu'on est souvent on est des gens ordinaires face à des situations extraordinaires, et il faut gérer ça, et on a un dixième de seconde pour prendre la bonne décision, ce qui peut d'ailleurs être faillible, on le sait très bien, et donc il faut aussi, je pense, des magistrats totalement imprégnés de ces questions-là, de stress en action, de savoir comment on tient une arme, qu'est-ce que c'est qu'un tir en situation dégradée, etc. Vous réclamez aussi la fin de la détention provisoire pour les policiers avant un procès? On réclame en tout cas un aménagement. Alors la fin, j'espère, je ne suis pas certain qu'on puisse y arriver. Le ministre aussi a accepté d'ouvrir en tout cas travailler sur une proposition claire de la modification de l'article 144 du Code de procédure pénale. Je ne sais pas si on pourra aller jusque-là. Moi, ce que j'entends, ce que je lis et ce que je vois surtout, c'est que c'est pas impossible d'avoir un statut et un traitement adapté. Mais c'est pas compatible avec le principe d'égalité devant la loi, Grégory Joron? Mais en fait, c'est compatible avec plein de choses, cette situation-là. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, puisqu'on en est là aujourd'hui, alors je ne suis pas juriste, mais j'ai lu encore dernièrement les écrits d'un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, donc je pense qu'il doit savoir à peu près de quoi il parle, qui expliquait que l'intérêt général pouvait aussi dicter des adaptations dans une forme de jugement uniforme. Je vais aller très rapidement. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un cadre, si l'intérêt général qu'on doit sauvegarder et préserver permet d'adapter une situation, il faut le faire. Et c'est le cas des policiers. Juste comme ça, je vous le dis rapidement. Si on n'adapte pas nos règles, ce qui pèse sur le policier lorsqu'il va engager la force ou les armes, en ayant toujours en tête que potentiellement à la fin, il va être le bouc émissaire d'une situation sociétale, etc., et bien on va juste avoir une police qui se démobilise. Vous comprenez que des Français puissent être choqués, qu'on veuille éviter la détention provisoire aux policiers lorsqu'il y a des soupçons de violence illégitime. Vous avez vu la vidéo de ce jeune, Eddy, 22 ans, une partie du crâne enlevée. Les médecins disent que c'est un miraculé. Bien sûr, je le comprends, mais il faut comprendre aussi qu'on n'est pas exactement des justiciables lambda. Quand on nous donne un pouvoir extraordinaire, on a aussi une responsabilité extraordinaire. La détention provisoire, c'est pas une pré-condamnation. La détention provisoire, ça n'empêche pas qu'elle ait lieu ou pas, ça n'empêche pas qu'à la fin, le policier soit coupable de ses actes si la enquête démontre que ses responsabilités sont engagées. Il n'y a pas de sujet là-dessus. La réalité, c'est que vous savez aussi que, par exemple, dans l'affaire Naël, ça a beaucoup choqué aussi, mais le policier, je ne crois pas que de bonne foi, il s'est levé le matin en disant « je vais tuer quelqu'un ce matin ». On a le sentiment que c'est l'étincelle, cette affaire, l'étincelle de trop. Il se passe quoi dans les commissariats? C'est de l'usure, c'est un sentiment de déconsidération, Grégory Joron? Oui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase, et malheureusement, comme d'habitude, on s'intéresse qu'à la goutte d'eau, mais pas aux milliers de gouttes qui l'ont remplie, et c'est toujours un peu notre problème. Ça fait 1 an qu'on est surengagé, ça fait 5 ans qu'on nous met la pression sur tous les sujets, et il y a en effet une forme de déconsidération, parce que c'est 3 millions d'interventions par an, la police, et au travers de 1, 2, 3 ou voire même 10, on remet en cause tout un métier en nous traitant de factieux, de dangereux, de violents, et alors que la police, c'est tout à fait l'inverse. En tout cas, vous estimez avoir été entendu hier soir par le ministre de l'Intérieur, Grégory Joron. Il a eu, oui. Un premier soulagement peut-être pour vous. Voilà. Oui, mais on n'avait pas de doute sur la qualité d'écoute du ministre. On le connaît maintenant depuis 3 ans. Il est très engagé et je pense qu'il croit vraiment dans le métier des policiers. Merci Grégory Joron, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Merci à vous. Merci.